Aujourd'hui, au 9 à 5, je reçois Hugues Turcotte et Émile Bélan-Fournier, les brasseurs de l'Octan qui sont, ma foi, des scientifiques de la bière. Je vous laisse les découvrir avec moi. Salut, moi c'est Simon. Dans la vie, j'ai eu plein de chapeaux. Pas celui-là dont je me sers pour protéger vos yeux de mon crâne luisant. Je suis parti de chapeaux professionnels. J'ai été barman, physio, entraîneur, ramasseur de duvet de poussin, expert en décoration de café, gratteux de guitare, tatoueur, aideur de malpris. Dans ce balado, je rencontre du monde qui, comme moi, n'ont pas nécessairement pris le chemin le plus droit sur la grande autoroute de la vie. Bref, on parle de tout, sauf d'un 9 en 5. Bon. Hey, salut les gars, comment ça va? Salut man, ça va toi? Ça va, je suis vraiment très content d'être avec deux brasseurs. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que clairement, la bière c'est délicieux. Puis vous faites de la bière délicieuse en plus. Merci. Puis je suis vraiment juste curieux de savoir comment ça se fait une bière en général, puis c'est quoi être brasseur. Dans le fond, j'ai envie de parler de vos vies. On peut-tu commencer juste par comment on devient brasseur dans la vie? C'est quoi votre chemin? Yes. Tous les parcours existent vraiment pour devenir brasseur, c'est ça qui est le fun. Il y a tellement de possibilités de s'équiper pour brasser maison, puis de se faire un bon background, puis si après ça t'as un peu des parents qui veulent investir dans toi parce que toi t'es pas une scène, tu peux te partir une microbrasserie là. Pas nécessairement qu'elle va marcher, mais tu peux devenir brasseur sans nécessairement avoir de formation. Okay. Moi j'ai étudié en transformation alimentaire à l'Université Laval. OK. J'avais déjà un background pour tout ce qui est chimie, physique, sciences alimentaires. Puis j'ai fait après ça un programme cours en gestion de projet ici à l'UQAM. Pour plus niveau justement gestion d'une entreprise, puis ouais, c'est ça. Fait que de cette façon-là, je me sentais plus sécuritaire pour partir d'une entreprise puis avoir un bon background. Mais c'est ça, on brasse depuis 2012, fait que ça a pris un bon 6 ans d'expérience dans les autres brasseries là, avant qu'on parte la nôtre. Là. Fait que c'est ça, à deux, on avait fait à peu près 5 autres microbrasseries québécoises qui existaient. Qui existent encore tous, avant de commencer la nôtre. Là. Toi, Hugues, comment t'as... tu sais, en fait, moi, c'est sûr que j'ai toujours eu un intérêt pour le milieu alimentaire. Moi, j'ai étudié en bio. J'ai fait un DEC en bioécologie à la Pocatière. Mais j'ai hésité longtemps à aller en cuisine avant ça. Okay. Mais j'avais un cousin qui travaillait déjà en cuisine, puis il était là, tu sais, lui, il essayait d'avoir des enfants, puis tout, puis là, il était là, hey, c'est pas une vie, là, tu sais, genre, Fait que j'étais là, OK, je veux-tu vraiment faire ça, même si ça m'intéresse vraiment beaucoup? Je me suis dit, moi, je vais toujours travailler quand mes amis vont être, tu sais, vont avoir du fun, les soirs, les fins de semaine. Puis j'étais là, OK, non, pas vraiment. Mais j'avais encore de l'intérêt pour la bio. Fait que j'étais allé faire ça. Ensuite, je suis revenu ici commencer mon bac en bio. Puis là, au même moment, il y avait l'émission, je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais qui s'appelait Ça va brasser, à VTL dans le temps. En tout cas, c'était une émission qui faisait, vu que le milieu brassicole était vraiment en expansion, il avait décidé de faire une émission là-dessus qui passait à VTL. Puis c'était vraiment, vraiment super intéressant. Il rencontrait des brasseurs, les produits, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, j'ai fait, aïe, là, ça mixe un peu mes passions, la biologie, la chimie, le domaine alimentaire. Tu sais, je pense que je pourrais peut-être aimer ça, mais j'avais aucune expérience en brassage. Je savais qu'Émile brassait. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste écrit, puis j'ai dit, hey, regarde, je vais m'équiper, je vais sûrement m'équiper, j'aimerais ça peut-être que tu viennes pour mon premier brassin, au moins que tu viennes peut-être m'aider là-dedans. Puis après ça a parti un peu de même. On est comme parti sur des projets. Là, on parlait de telle affaire, un jour peut-être, tu sais. Fait que là, moi, j'étais ma première session de bac, je montais des recettes de bière durant mes cours, là, tu sais, fait que ça marchait pas pantoute. Fait que là, j'ai fait, OK, regarde, j'arrête ça, je cherche à la plug de l'université. Puis, en même temps, je parlais avec le naufrageur à Carleton. Okay. Puis là, ils ont dit, garde, au printemps, on fait un agrandissement, on va peut-être avoir besoin de staff, réécris-nous. T'sais. Fait que moi, pendant ce temps-là, durant l'hiver, j'étais allé faire un cours en brassage avancé à Saint-Hyacinthe, au laboratoire Masca, qui était dans le temps, en fait, en 2014, là, à peu près, ça fait 2013-2014, autour de ça. Qui était la place qui était reconnue par la Régie des alcools pour aller faire de la formation. Quand tu n'avais aucune formation pour être brasseur là, professionnel, là, tu pouvais aller faire ce genre de formation-là. C'était un 45 heures bien condensé en une semaine. Fait que je suis allé faire ça. Ça me donnait un peu de poids sur mon CV. J'ai réécrit au naufrageur. Ils m'ont engagé. J'étais plus à la production. Post-production, en fait, là, je brassais pas, là, mais j'étais plus, quand la bière est prête à être embouteillée, enkeguée, puis tous ces trucs-là.
Mais bon, c'était plus ou moins mon rêve de mettre de la bière en bouteille. Là, moi, je voulais brasser, essayer d'en boire un peu plus. Puis là, Émile, il m'écrit, puis il dit « Hey man, je sais que naufrageur, des fois, c'est peut-être pas super facile. Il avait déjà travaillé au Fou Brassant à Rivière-du-Loup. Puis là, il dit « Je cherche quelqu'un pour être brasseur. » Fait que j'étais pas brasseur, mais je me rapprochais un peu de ce que je voulais faire. Fait que j'ai appliqué, puis j'ai eu la job aussi là. Fait que j'ai passé une couple d'années là. Puis après ça, complémentairement, en tout cas en même temps, on montait le projet de l'Octan. OK. Fait que, en parallèle. Fait que ça, c'était autour de 2015, peut-être 2015-2016 à peu près. Là, fait que de 2016, mettons début 2016 à 2018, là, ça a été le projet, montage de la brasserie, toutes ces affaires-là, puis on a ouvert en janvier 2018. Là. Magnifique. J'ai comme l'impression, dans le fond, que les deux, vous êtes un peu des scientifiques, mais sur le party, là, c'est comme... Ben oui, un peu. On essaie de faire attention, hein, puis moi, je pense aussi que ça vient peut-être un peu des autres brasseries où on était formés. C'était bien important de ne pas trop tomber, que ça devienne un problème. C'est tellement accessible, tellement facile. C'est genre une des affaires que je voulais amener avec vous autres, votre relation par rapport à l'alcool. Ouais, c'est ça. Ben, je dirais au travail, on est tellement... on est smooth, là. On est smooth. Surtout qu'on travaille beaucoup l'avant-midi, fait que c'est sûr que... mais on boit quand même un peu, mais tu sais... Il faut que vous coûtiez à vos produits. Exact. En forme de qualité, c'est sûr. Exact. Mais je dirais... En moyenne, peut-être 1 à 2 bières par chiffre. Là. Ouais, c'est ça, on les sépare, là. C'est ça. Mais on connaît du monde que c'est pas mal pire. Du monde, ça brosse tout le temps. Il y a même des journées qu'on boit même pas. Là. Exact. Mais une bonne fois par semaine, j'aime ça quand même lever le coude un petit peu. Je viens de Rimouski puis Gaspésien à la base. Mais mon sang est teinté de mauvaises habitudes. Là, mais... c'est des mauvaises habitudes qui ont venu par être payantes. Cool. Je sais qu'eux, qui est moins accro. Ouais, ben, tu sais, moi, c'est sûr, je bois pas beaucoup, moi, chez nous, par moi-même, là, tu sais, mais c'est sûr que, tu sais, ils partent avec des chums, ces affaires mais sinon, chez nous, à la maison, je suis quand même vraiment mollo. Tu sais, je te dirais, moi, les bières que je prends dans ma journée, c'est souvent à la brasserie, tu sais, puis après ça, mais ça arrive une fois de temps en temps, mais... vraiment, là, je pense qu'on est très, très, très raisonnable, là, excessivement raisonnable même, en tout cas, pour ma part. Là, mais, Puis là, tu me parlais justement que tu as étudié en transformation alimentaire, tout ça. Savais-tu déjà que tu voulais être brasseur avant d'aller étudier là-dedans? Non, pas vraiment, non. Okay. Je savais que j'aimais la nourriture, je voulais travailler dans quelque chose qui avait un lien avec justement les aliments. Mais quand je suis rentré en transformation alimentaire, non, j'avais aucune idée. Mais j'ai rencontré justement un gars à première année qui lui il disait qu'il travaillait chez l'alchimiste. En tout cas. Archibald, ouais. Il travaillait là comme job étudiant. Puis là, j'étais là, wow, quel chanceux. Puis tu sais, la grosse mode des microbrasseries était vraiment pas commencée encore. Fait que c'était super niché, là, d'avoir la chance de travailler dans une microbrasserie. C'était vraiment difficile d'avoir une job dans une microbrasserie dans ce temps-là. Fait que là j'ai dit, je veux faire ça moi aussi. Puis là, on avait un laboratoire à l'université avec un petit kit de brassage. Fait que j'avais la chance de pouvoir... on avait comme une association étudiante qui existe encore d'ailleurs, la Brasta. Okay. Puis on pouvait faire de la bière à l'école. OK. Ouais. Votre bière du nid, là. Du nid, ouais, c'est ça. Fait que... c'est là-dessus que j'ai vraiment commencé à pogner la passion, puis tu sais, ça n'a pas été long, j'ai fait crime. Il faut vraiment que je réussisse à faire de ça mon travail, là, parce que j'aime bien trop ça. Mais j'aime aussi beaucoup l'entrepreneuriat, fait que tu sais, ça fitait vraiment ensemble, là, puis le gros boom des microbrasseries était vraiment pas commencé, là, on était en 2012 à peu près. Fait que, tu sais, il y en avait quoi en 2012? 50, 60 micros? Là, il y en a 360. Là. OK, quand ça nous autres, en 2018, on était la 162e brasserie. OK. Fait que je sais pas, là, dans ces années-là, mais ça a augmenté vite, là. Ça a vraiment eu il y a un boom, certain. Exact, ouais. C'est ça. Fait que j'ai tout fait pour essayer de trouver une job dans une brasserie, mais ça a vraiment été difficile. Okay. À la première année d'université, j'ai commencé à penser justement à comment que je pourrais faire pour vivre de ça. Okay. J'ai été approché par un des starters, des fondateurs de la Barberie. Okay. Lui, il voulait se partir parce que c'était une coop, puis ça avait mal fini avec lui, il avait été mis dehors. Puis il voulait se partir de quoi à Montmagny. Fait que là, j'avais comme été engagé pour monter le plan d'affaires avec lui, puis être comme chef de la production là-bas. Même si j'avais comme 0 expérience en brasserie, là, lui, il cherchait un cheap labor, j'imagine. Mais, fait que, puis là, ça a pris un an et demi. Je travaillais chez Natrel en même temps
pour justement faire de l'argent un peu. Puis ça débloquait pas son affaire, tu sais, il y avait de la misère à trouver financement, puis en tout cas, je niaisais un peu, je me tournais les pouces, puis je voyais pas vraiment comment ça allait débloquer. En plus, à Montmagny, je voulais pas vraiment aller vivre là-bas. Là. C'est pas que c'est pas une belle ville, mais c'est loin de ma famille. C'est ça, quand tu viens du bas du fleuve. Ouais, c'est ça. Ouais, je voyais pas comment j'allais pouvoir faire pour survivre là-bas à long terme. Fait que là, j'ai dit, hey, fuck it, je lâche tout. Je lâche Natrel, je lâche le projet de la micro à Montmagny, puis je reviens justement faire le programme court en gestion de projet ici. Okay. Puis je me suis trouvé une job chez Audition Musique en même temps pour faire une autre de mes passions, là, écouter de la musique puis en vendre. Puis c'est ça, on a commencé à développer le plan d'affaires là-dessus. Puis ça a débouché là après, comme ça a été long réussir à avoir le financement. Si tu nous en poses la question, là, c'est quand même une autre histoire ça aussi, là, réussir à avoir l'argent. Là, on parle d'un projet d'un demi-million en 2018. Fait que pour des deux gars qui avaient aucune scène, là, ça a été difficile. Une scène. Coupe de scène. Ça se compte plus facile en scène qu'en pièce. Mais ouais, c'est ça. Fait que je me rappelle plus c'était quoi le début de la question, là, mais... Moi non plus. De toute façon, on est rendu là. Juste curieux de savoir comment vous êtes connus à la base. Au secondaire. On n'était pas nécessairement dans la même gang, on avait des amis communs. Fait que c'est ça, souvent, puis c'était des amis qui étaient jumeaux jumelles, fait que souvent, c'est souvent là qu'on se voyait, en fait, là, fait que souvent, c'est partie de fête à ces amis-là, puis mais on se connaissait quand même du secondaire, là, au pôle, Tout le monde se connaît un peu au pôle. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, c'est comme ça un peu là, qu'on s'est connus un peu plus, mais ouais, c'est ça, puis après ça, moi, ça m'est juste venu à l'oreille, là, qu'Émile brassait, fait que quand j'ai fait, regarde... Je le connais déjà, puis il brasse déjà, fait que je vais y écrire. Bon, là, fait que c'est un peu comme ça que le contact s'est fait à la base. Ouais, là, cool. Mais c'est ça, on s'est connus comme plusieurs années sans vraiment être chum. Proche, là, c'est ça. Exact, on savait juste qu'on avait des passions communes. C'est ça. Puis, ça a comme fité ensemble. Puis, cool. Au final, on travaille vraiment, on est vraiment une bonne équipe. Là, j'ai le dos tourné, puis je sais qu'est-ce que lui fait, lui aussi. On perd aucune minute dans la journée. Émile, il est plus business. Il disait qu'il est plus entreprise, il y avait la passion de l'entrepreneuriat. Moi, je pense pas que j'aurais été entrepreneur si j'avais pas eu la bière dans ma vie. Je pense pas, là, tu sais. J'ai toujours été un gars de plein de projets, là. J'aime ça, gérer des affaires puis tout, mais tu sais, je pense pas que je serais allé là. Puis là, c'est juste que je voyais l'opportunité aussi à Rimouski, toutes ces affaires-là. Fait que j'étais là, OK. Puis je voyais aussi ce qu'on était capable de brasser maison, les deux. Puis là, on goûtait à où est-ce qu'on travaillait, où est-ce les autres brasseries, qu'est-ce qui sortait, mais on était là, tabarouette. Je pense qu'on serait capable de tirer notre épingle. Okay. Puis à Rimouski, je pense qu'il y avait de l'espace pour ça aussi, là, dans ces années-là. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a décidé de revenir, puis de s'installer ici, puis de vraiment lancer le projet. Ouais. Magnifique. Puis si on parle de votre quotidien, là, justement, vous parliez que vous faites confiance aveuglément un à l'autre, puis qu'il y en a un qui gère plus un côté que l'autre. Comment ça se passe, ça? Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, je parle de hier. Ben ouais, on rentre pas mal tout le temps à 8h30 le matin. Eux, ils arrivent tout le temps un peu à d'avance. Ouais, je prépare la brasse, je prépare les affaires. Souvent, les grains sont pas pesés, ces trucs-là. Fait que je prépare un peu la brasse. Puis, les pH de l'eau. Ouais, c'est ça. Exact. Des détails techniques pour brasser. Ouais. En même temps, gênez-vous pas d'aller là-dedans. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis juste curieux de voir comment ça se passe. On va faire une petite... c'est quoi une journée de brasse, là? Parce que, tu sais, chaque journée n'est pas pareille, mais tu sais, mettons. Vas-y. C'est ça, on pèse les grains, on commence à faire le mash là, de la bière, c'est-à-dire de mélanger de l'eau chaude avec le grain concassé pour pouvoir faire transformer les sucres dans les céréales, dans le fond. Parce que les céréales maltées ont des sucres trop complexes pour être fermentés par les levures. Si on peut dire que c'est comme si les sucres étaient trop gros. Fait que les chaînes de sucre étaient trop gros pour être métabolisés par les levures. Fait que pour produire de l'alcool à partir de ces sucres-là. Fait que le mash, lui, il y a des enzymes qui vont aller juste comme couper le sucre en plus petites chaînes. Puis ça, les levures vont être capables après ça de transformer ces sucres-là en alcool. Dans le fond, c'est le maltose. Puis le fructose, il y a plusieurs types de sucres là, dans tout ça. Là, moi, je les connais pas tous. Mais ouais. Fait que le mash, ça dure à peu près 1 heure, l'empâtage en français, c'est le mash, M-A-S-H. Empâtage, ouais. Ça dure 1 heure de temps à peu près, le temps que toutes les enzymes aient fait leur travail là-dedans. Après ça, on
tue ces enzymes-là, fait qu'on monte la température à 76 degrés Celsius, fait que ça inhibe toute activité enzymatique pour plus qu'il y ait de travail qui se fasse. Est-ce que plus haut que 76, tu tues ta bière? Ben, il peut avoir des saveurs bizarres C'est ça. qui vont Ok. sortir, Des tanins, des amertumes, Ouais. tu sais, des trucs. Fait que tu veux pas trop le chauffer non plus. Là, c'est juste Ouais, trop, c'est plus autour de 76 là, que... En tout cas, 75, ça marcherait aussi. Ok, Mais, bon, c'est bon. Puis le mash, c'est autour de entre 60 et 69, là, même 70. Là, plus qu'on mâche haut, plus qu'il va y avoir de sucre non fermenticible, plus que la bière va être sucrée et ronde. Là, OK. Fait que, plus qu'on mâche bas, plus que les sucres vont être fermenticibles. Je Ça va faire l'ai des dit bières tantôt, sèches. vous êtes des scientifiques sur le party, là, mais là, c'est là qu'on comprend. Là. OK. Ouais. Fait après le mash, puis justement, tuer les enzymes. Les enzymes, ouais, ce qui s'appelle le mash out. Ben là, on transfère tout ça dans une cuve filtre pour séparer les céréales du mou, OK. le jus sucré, dans le fond. Fait que dans cette cuve-là, il y a un faux fond, qui est des grilles avec des micro-parois là, pour laisser passer juste le liquide et non les céréales. Fait que ça, on va rincer tout ça, puis tirer tout le jus dans une autre cuve, la cuve d'ébullition. Okay. Fait que cette étape-là, on est rendu pas pire. Là. Avant, ça pouvait nous prendre 6 heures. Là, on Ouais, est Emile a rendu, développé une on est technique. rendu à Là, une heure de temps. c'est fou. Ok, On finissait des fois à 7-8 heures le soir, puis on finit rarement après 2 heures. Là, Ouais, non, fait que ça... Ah ouais, ok, Ouais, cool. on cherche l'efficience c'est le plus possible. Okay. Fait que là, on transfère tout ça dans la cuve d'ébullition. C'est tout quasiment des étapes d'une heure. L'ébullition, ça dure une autre heure. Puis comme n'importe lequel cuisinier, t'as un beau liquide qui bouille, tu sais, tu vas rajouter des ingrédients dedans de temps en temps. Là. Fait que là, c'est là on peut mettre du houblon. Le houblon, plus que tu le fais bouillir de temps, plus qu'il va dégager d'acide iso-alpha. Okay. Puis ça, c'est ce qui est... dans le fond, c'est que l'acide alpha n'est pas soluble dans un liquide. Fait que l'ébullition fait que cet acide-là va être soluble dans la bière, puis ça va donner de l'amertume à la bière. Okay. Plus que tu bouilles le houblon longtemps, plus qu'il va donner de l'amertume, puis moins que tu le fais bouillir longtemps, plus qu'il va donner ses arômes, dans le fond, son aromatique, le côté aromatique. Là. OK. Comment ça s'appelle? Pas son parfum, là, mais en tout cas, ouais, c'est saveur, son arôme. Ouais, c'est ça. Fait quoi, je vais te laisser continuer. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'une fois que c'est bouilli, ben là, faut la refroidir. Fait que on refroidit la bière, là, est encore en ébullition, on ferme le feu. Là, souvent, on peut rajouter du houblon aussi pendant que le mou est encore chaud, mais qui bouille pas. Fait que là, on va garder le côté aromatique du houblon encore un peu plus. Puis après ça, on transfère. Donc, on transfère par un filtre à plaque. Donc, il y a une plaque que c'est de l'eau froide, l'autre plaque que c'est de la bière chaude. Fait que c'est un échange thermique, dans le fond. Là, puis ça passe entre plein de plaques. Et ça sort... ça s'en va directement au fermenteur. Fait que souvent, ça sort... Le mou est peut-être à 95 degrés Celsius, autour de... Et il va sortir autour de 20 degrés Celsius vers le fermenteur. Puis c'est là qu'on va ajouter la levure. OK. Fait qu'on ajoute la levure... Puis bon, nous autres, on a un kit de brassage de 1000 litres, mais on fermente du 2000. Fait qu'il faut faire cette étape-là 2 jours consécutifs pour être capable de remplir le fermenteur. Mais on met quand même la levure la première journée. Deuxième journée, c'est le même processus, c'est juste qu'on met pas de levure. On fait juste pitcher, je partais pour dire pitcher par-dessus, mais c'est pas vrai. C'est pitcher par en dessous. Là, dans le fond. Fait que on repousse la bière par en dessous. Puis là, ça fermente. Fait que là, c'est un suivi de fermentation. Là, généralement... 2 semaines, 3 semaines, tout dépendamment des types de bières. Puis pour les IPA, vu qu'on brasse quand même beaucoup d'IPA, c'est sûr que c'est là où qu'on va rajouter du houblon pour avoir le côté aromatique là, d'une IPA, là, ce qui est super agrumé, tropical et très, très plaisant. Là. Fait que tout se passe durant la fermentation. Fait que d'envoyer du houblon... dans la cuve, pendant la fermentation active, il y a une réaction, encore là, chimique qui se produit, puis ça s'appelle la biotransformation. Fait que les propriétés aromatiques du houblon, la levure est capable de le transformer en d'autres propriétés aromatiques qui sont souvent encore dans le même genre, mais encore plus intenses. Okay. Souvent, c'est très tropical là, en termes de saveur. Puis c'est sûr qu'il faut travailler avec les bonnes levures là, qui sont capables de... Il y a des levures qui sont meilleures que d'autres pour transformer tout ça. Puis il y a un phénomène aussi qui s'appelle le hop creep. En fait, souvent la bière, quand on met le houblon, est pratiquement finie de fermenter si on la laissait comme ça. Mais rajouter du houblon, en fait, il y a encore une enzyme dans le houblon naturellement qui va faire en sorte que les chaînes de sucre qu'on parlait, là, qui est peut-être non fermenticible, vont être dégradées encore une fois. Puis là, la levure va être capable des gober, là, tout ça. Okay. Fait qu'on y laisse un peu de temps. Puis un coup que tout ça est prêt, ben là, on va mettre la bière au froid.
Fait que toutes les particules vont sédimenter au fond. Fait qu'on va pouvoir flusher. Puis là, on transfère la bière du fermenteur vers la cuve de garde, cuve de conditionnement, cuve d'embouteillage, peu importe. Là, c'est une cuve qui est cylindrique et non pas conique, comme un fermenteur. Puis c'est la cuve qu'on va pouvoir, parce qu'on gaze la bière. Nous autres, on fait aucun gazage naturel, entre guillemets. C'est difficile de le faire en canette. Je pense que c'est faisable, mais c'est difficile de le faire. C'est pas le meilleur contenant pour refermenter là, quand il y a beaucoup de pression. Là, la bouteille reste mieux pour ça. Mais nous autres, on le fait pas vraiment, vu que c'est, on fait pas de grosses bières belges ou on en fait quelques-unes, là, des bières sauvages là, qui sortent des barriques. Là. On pourra en revenir tantôt là-dessus, mais c'est ça. Fait que nous autres, ça vaut pas nécessairement la peine. Puis je te dirais là, que, je vais dire un chiffre, là, mais 90-95% des brasseries, la bière régulière, c'est tout gazé sous pression. Fait que la cuve, elle, est réfrigérée. La bière est autour de 0,1-2 degrés Celsius sous pression. Et on pousse à travers une pierre en stainless, c'est micro-perforé, du CO2. Puis on a un outil qui s'appelle un ZAM, puis on est capable de suivre le niveau de CO2 dissous dans la bière. Fait que pour essayer d'avoir une constance, là, que les bières soient tout le temps gazées à peu près de la même façon. Puis un coup que ça c'est prêt, ben, la bière est prête à boire techniquement. Là. C'est une grosse canette prête à boire, là, cette cuve-là. Là, fait que on a juste à l'encanner ou à la mettre en keg. Puis après ça, techniquement, la bière est prête. C'est sûr que des fois, on considère, des fois les IPA, ça peut être un peu piquant, un petit peu intense. Je pense que ça peut être le fun des fois de leur laisser une couple de jours au froid, justement. Là, on dirait que tout se stabilise, puis ça devient encore meilleur, mais généralement, là, tout est prêt à ce moment-là. Fait que c'est pas mal ça. Après ça, c'est ça, mise en canette, étiquetage, ça s'en va à l'entrepôt, puis c'est prêt à vendre. Fait que c'est pas mal. Fait que ça, c'est pas mal le processus de brasse, mais une journée comme, tu sais, ça, oui, c'est la journée de brasse. Là, on s'est rendu plus loin que la journée. Mais à travers une journée de brasse, on fait plein d'autres affaires. Là, j'imagine, parce qu'il y a des moments où vous vous attendez après la brasse et que vous pouvez faire autre chose complètement. Oui, ben c'est ça. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que pendant la brasse, quand le transfert se fait, ben, on n'est pas obligé de rester là à côté à le regarder. Là, fait que là, c'est ça. On va faire d'autres choses. Fait que préparer des commandes, des livraisons, des trucs du genre, faire des ventes, comptabilité. Émile, c'est lui qui s'occupe plus de ça. Puis après ça, ben, plein d'autres bébelles, là, laver des kegs. Parce que, au final, une job de brasseur, c'est beaucoup de nettoyage. Là, le fermenteur, un coup qui est vide, il est crasseux, là, il est vraiment dégueu en dedans. Là, la levure a fait une croûte, c'est vraiment... Puis des fois, mettons, on prend la roquette, qui est notre bière sûre framboise citron, on met du citron tranché en tranches. Le citron, il sort pas par le petit trou. Là. Non! Fait que c'est long de gosser, d'aller chercher le citron quasiment une tranche à la fois. Là, non, c'est un peu... Le fermenteur, on dirait qu'il fait des pets, des gros pets. Qui joue dans les citrons. Là, parce qu'il y a de la pression là, dans le fermenteur. Fait que... Les citrons qui sortent. Fait que c'est ça, il y a toujours de quoi à faire en même temps pendant qu'il y a de quoi d'autre qui roule. Là, puis c'est ça, on est juste deux. Hein. Nous autres, on n'a pas d'employés. C'était comme la question suivante, parce que je vois que c'est du stock en tabarouette. Pas d'employés, juste les deux. Du début de la chaîne jusqu'à la fin. Exact. Pensez-vous engager à un moment donné? C'est vraiment pas dans nos plans. Au début, on a eu 3 employés qui se sont enchaînés, mais on n'avait pas beaucoup d'heures pour eux. Fait que c'est vraiment... C'était tough. Pas d'heures puis pas de salaire. Là, c'était tough. Je sais pas comment on se payait au début. Là, mais même nous autres. C'était fin en tabarouette. C'est difficile pour nous autres de garder les employés. Puis là, il y avait un programme de la MAPAC qui s'appelait comme l'aide à la robotisation et à l'automatisation. Fait ils payaient jusqu'à 50% de tout projet de robotisation, d'automatisation. Puis là, on regardait ça une canne. On voulait changer vers la canneuse. Fait que là, eux, ils payaient la moitié de la canneuse. Puis ça nous permettait de plus avoir besoin d'aide d'employés. Fait que c'est comme ça allait être lui, notre employé. Ça, c'est un projet... parce que là, je sais que vous faites affaire avec le Club Saint-Louis. Ouvrir votre propre pub, c'est-tu dans plus les horizons? En tout cas, ça l'est plus, là, tu sais, on y avait pensé justement parce que quand les ventes ont commencé à dropper, la distribution à l'extérieur, c'est difficile. On s'est dit, ben là, il va falloir faire un move. Puis le pub, on y avait pensé au début. C'était on une l'avait idée, comme éliminé. Mais là, ça revenait dans nos têtes parce que justement, c'est une façon d'aider à payer les fins de mois. Là. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas quelque chose qui nous tentait plus que ça, là, de recommencer à avoir des employés, à travailler la fin de semaine, le soir, gérer un resto. Puis c'est un art, la restauration, puis le service, puis on le maîtrise pas. On le maîtrise pas. Fait que, toujours été des gars de travailler en production de brasserie. Là. Même si on travaillait dans des micros, on faisait pas d'heures de service. Là, fait que c'est un peu ça. Fait que là, tu sais,
mais on regardait ça quand même. On a visité des locaux, on était vraiment comme là-dedans. On n'a pas eu de coup de cœur, on se donnait comme peut-être une autre année. Là, on se disait, regarde, on va voir dans l'année qui s'en vient. Puis ça faisait quelques années, 2 ans peut-être, qu'on travaillait avec le Manche-Grenouille, dans le fond, puis, parce que le Club Saint-Louis, ça appartient au Manche-Grenouille. Fait que c'est ça, fait qu'ils sont venus nous voir, puis on dit, regardez les gars, on a un projet pour vous autres. Pour vous autres. Pour nous autres et pour vous autres. Fait que ça serait 8 lignes de bière en fût de l'Octan, puis ce serait nous autres qui ferions la gestion. Ça serait notre projet, ça nous appartient pas, on n'a pas de part dans le Club Saint-Louis. Mais il disait, là, c'est ça, il nous demandait, il disait, en contrepartie, voulez-vous ouvrir un pub? T'sais, nous autres, on le fera peut-être pas si jamais vous avez ces projets-là. Puis là, on a fait, c'est une fleur que vous faites, là, c'est capoté, là. On est vraiment content. Puis bon, ben là, je comprends que vous avez aussi votre horaire qui est quand même vraiment smooth de ce temps-ci, vous êtes bien dans la vie. Ça, c'est-tu parce que vous avez commencé à avoir des familles, puis vous avez besoin d'un peu de temps familial? Je sais que tu ouais. Tu étais au courant, j'ai eu un petit bébé en 2023. Mais c'est pas nécessairement pour ça qu'on a commencé à faire un horaire smooth, c'est vraiment arrivé par... la fin de la pandémie, tout ça, tu sais... L'amélioration de nos procédés, puis ça fait exact. Ça, ouais. Puis en même temps, on n'est pas dépendant de personne, tu sais. Nous autres, la prod est finie, là, on passera pas l'après-midi juste parce qu'on a le goût d'être à brasserie à se regarder et à prendre une bière, tu sais. Fait que on a plein d'autres passions là, dans la vie, fait que tu sais, on s'est créé comme un horaire puis un travail qui nous permettait d'avoir aussi du temps libre en masse. Mais parce qu'en même temps, on n'a jamais de vacances, tu sais. On a nos après-midi, mais la dernière fois qu'on a pris une semaine de vacances, c'est en été. Une couple de jours, là, tu sais. J'ai pris un vendredi puis un lundi de vacances là, cette année pour l'été. C'est tout ce qu'on va avoir de l'été. Plus à l'automne. Après ça, quand ça devient plus mollo, là, on en prend un petit peu plus. Ouais, la chasse. Mais sinon, pas de vacances, vraiment. Il n'y a pas une façon de juste brasser plus de bière, donner un rush, puis... Oui, puis non, c'est parce que, il y a toujours de la bière qui sort à chaque semaine. Ouais. Fait que si on n'est pas là, cette bière-là sort pas. Fait que c'est sûr qu'il faut la repousser dans la semaine d'ensuite. Fait que là, ça fait un décalage dans tout, mais tu sais... C'est possible, c'est des choses qu'on fait des fois aussi. Là. On donne un rush de prod. Puis, faut juste, c'est ça que nos clients sont habitués qu'on les livre aux 2 semaines. C'est nous autres qui on fait la livraison. Mettons de presse à Saint-Fabien. C'est nous autres, avec nos chars, on fait notre livraison. Fait que c'est sûr que si on prend des vacances, eux, ils vont attendre la bière aussi. Fait qu'il faut comme qu'on leur en envoie plus d'avance. C'est ça. Faut qu'ils soient prêts de l'accepter, d'augmenter leur stock. Fait que, on est un petit peu lié à ça, là, fait que c'est difficile pour nous de prendre des vacances, mais on va trouver une façon un moment donné. Justement, la famille, ça pousse. Fait que là, un moment donné, il va falloir que... Parce que là, il est jeune encore, puis ça ne donne à rien de prendre 2 semaines de vacances, il s'en rappellera même plus. Là. Mais un moment donné, il va aller à l'école, puis il va falloir qu'on trouve des moments pour avoir une vie familiale aussi, c'est sûr. Ouais. Mais non, moi, j'ai pas d'enfant. Mais... plein de projets, jardin, tout le kit. Je meuble amplement mon temps personnel, là, mais c'est ça. Fait que, voilà, c'est un peu ça. Puis pour le futur, vous voyez ça comment dans vos projets? Je pense que ça va bien comme ça. On est vraiment confortable là-dedans. On va voir, comme on parlait de Costco tantôt, je sais pas quelle ampleur ça va prendre. Nous autres, on vise vraiment le marché de Rimouski. On n'a pas... l'intention pour l'instant, en tout cas, de vendre la bière dans des Costco à l'extérieur. Mais, on verra. Comme je te dis aussi, on est de plus en plus connus. Je pense que ça fait son chemin aussi. Mais moi, je pense qu'on est juste capable d'augmenter la prod, de passer du 70 000 au 90, 95 000 litres. Je pense que ça serait déjà vraiment, vraiment bien. Puis, c'est ça, en fait. Mais... c'est ça, on est comblé dans tout, là. On a déjà on a un bon réseau de distribution. On a déjà le Club Saint-Louis comme bar, si on veut une vitrine touristique ou plus une clientèle locale qui veut aller boire de l'Octan en fût. On a ça. Fait que, on est pas à plein là, on est vraiment, on se trouve choyé, là. Fait que le futur, c'est juste de garder ça, déjà, en plus, l'alcool, je veux pas dire que c'est précaire, mais on s'en rend compte, là, les gens, je pense, sont plus conscients sur la quantité d'alcool qu'ils veulent boire. Ils ont peut-être un petit peu moins de sous aussi avec toute la pandémie, ces affaires-là, les hausses des taux d'intérêt, tous ces trucs-là. C'est quand même un produit de luxe. Le monde se gâte quand il achète une bière à 6, 7, 8 piastres, la canne. Bon, les gars, ça a été un plaisir. Merci à vous autres. Vraiment apprécié. Vraiment je suis vraiment content de vous en parler. Puis si on veut vous suivre, comment on fait ça? On a-tu quelque chose à plugger avant de finir? Les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est la meilleure façon. Là, nous rejoindre aussi. On est tout
le temps disponible là, sur Facebook, Instagram, tous ces trucs-là. Sinon, ben, venez nous voir à Brasserie aussi. Là, on est à la boutique, puis ces trucs-là. Mais, puis sinon, dans plein d'événements partout, là, on est vraiment, vraiment chanceux que le monde pense à nous autant là, à Rimouski. Ouais. Voilà. Bon, ben, c'était magique. Merci Ben, beaucoup. merci à vous autres. Merci.